Bonjour, nouvel épisode de Panorama de Luxe. Aujourd'hui avec une invitée toujours prestigieuse, parce que nos invités sont toujours prestigieux et prestigieuses, Dina Doueb, qui va nous parler de la reprise de Skydog, de son retour. Et puis alors, avant toute chose, bonjour Dina. Salut. Et alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu avant pour savoir qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Dina Doueb, j'ai travaillé avec Marc Zarmati depuis plus de 30, à peu près une trentaine d'années quand j'ai commencé au sein de son label Skydog et ensuite Kind of Groove, qui était le label d'acid jazz, parce que Marc, à l'origine, était un grand fan de jazz. Donc, je connais Marc depuis les années 70, fin des années 70, quand j'ai signé avec Marc Zarmati et Dominique Lamblin sur leur label qui s'appelait Underdog. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Marc. Et depuis, nous sommes restés en contact et on s'est retrouvés dans les années 90 où je suis devenue son assistante de prod et son assistante attachée de presse et je m'occupais de la communication du label et aussi de l'aspect business du label. Skydog, label mythique du punk, pour celles qui ne connaîtraient pas, je l'encourage de faire des recherches, mais c'est vraiment grâce à Skydog que tout un peu a commencé en France au niveau du punk. Et pour revenir un peu plus loin, Marc Zarmati a toujours été un peu un pionnier à essayer de se battre pour faire découvrir des mouvements et des groupes qui n'étaient pas obligatoirement très connus ici. En effet, Marc a commencé, ça a été le premier label de rock-punk indépendant en Europe, avec Steve par la suite. Ils étaient d'ailleurs très amis. En 72, c'est la création de Skydog. Marc avait déjà dans l'idée de sortir des albums de groupes avec lesquels il trouvait qu'il y avait quelque chose de nouveau, d'intéressant, qui n'était pas forcément encore hyper apprécié aux États-Unis, notamment je pense aux Stooges, qui étaient signés sur des majors mais qui ne correspondaient pas au niveau des ventes, ça n'avait jamais pris autant, même en Angleterre, alors qu'en France il y a eu un super accueil. Donc ils ont commencé à travailler avec Bizarre Records, avec Larry Debey, qui s'occupait de la distribution en Angleterre. Skydog a commencé donc en 72 et ils ont fait des licences. Au départ, c'était aussi un label avec pas mal de bootlegs, parce qu'il bénéficiait d'une loi en Hollande. Son label a été créé en Hollande, aux Pays-Bas. Donc la loi était différente qu'en France, où tu pouvais sortir des lives sans que ça interfère avec les droits d'auteur. Bon, depuis, la loi, bien sûr, a changé. Donc, ses premiers bootlegs, ça a été Jimi Hendrix avec Morrison et comment il s'appelait, et Winter, le guitariste albinos de blues. Il y a eu ensuite, il a fait une licence en 75 déjà. Il a commencé aussi avec les MC5, avec Blue Oyster Cult et avec Motorhead. Et les Flaming Groovies. Donc ça a été les premiers trucs. Ensuite, très vite, avec Pierre Thiollet, il s'est investi dans la tournée des concerts avec le pub rock. Donc il a commencé le premier festival de proto-punk en France, c'est Marc Zarmati, avec son associé Guillemot et avec Pierre Thiollet toujours en lien avec Bizarre Distribution en Angleterre, parce que de toute façon à l'époque ça marchait comme ça. Il faut bien que la nouvelle génération se rende compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen de communiquer. Donc il fallait écrire aux gens, il fallait téléphoner, il fallait que le mec soit là, il fallait se déplacer, et les courriers, ça marchait aussi par courrier. Donc les liens étaient vachement forts. Donc le premier festival proto-punk a lieu au Havre en 75. Pourquoi au Havre? Avec les Little Bob Story et les Dogs, qui étaient déjà des groupes qui étaient intéressés par un retour aux racines du rock, plus proche du blues speedé. Donc les Blancs ont speedé le blues. Les Occidentaux, les Blancs, parce que maintenant on dit Blanc, mais on va dire les Européens, les premiers groupes de blues blancs, ils ont speedé le blues. Ils étaient tous fans bien sûr de blues noir américain. Ils ont speedé, ils ont rajouté leurs propres thèmes, leurs propres histoires, mais c'était aussi toujours en hommage. Je parle pas des groupes comme Led Zeppelin ou Rolling Stone, qui se sont inspirés au départ. Même il y a eu beaucoup de scandales parce qu'il y a des morceaux qui ont été pompés. Là je parle vraiment des proto-groupes de hard, bien avant le mouvement hard, ou les premiers groupes comme MC5 et d'autres groupes qui étaient énormément inspirés par tout ça. Et donc Marc était intéressé par ce type de rock'n'roll. Motorhead en est le parfait symbole. Et alors,
les Dogs de Rouen, je souligne Rouen puisque je suis natif de cette ville et qu'il y a toujours eu Rouen, Le Havre et la côte normande a toujours été assez importante dans le rock à l'époque. Alors peut-être toujours aujourd'hui aussi, certainement moins parce que la nouvelle génération, je pense que le 109 dans le rock c'est le métal, avec des bifurcations de toutes sortes d'influences. Mais pour revenir au métal, au heavy metal, ils ont tous un point commun, tous ces groupes, le groupe punk, le heavy metal, les groupes anglais de la nouvelle vague du heavy metal avec les girls school girls, New Wave of British heavy metal. Voilà, ils ont tous un lien en commun, et même les groupes punk comme les Clash, les Damned, les Ramones, Iggy Pop. Ils ont tous eu une admiration et un respect vis-à-vis du blues. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient envie de refaire du B.B. King ou de refaire... Non, parce que ça, c'est ce qu'expliquait Iggy Pop. Ils ne se voyaient pas du tout refaire... S'il refaisait une reprise de blues, il fallait qu'il le fasse avec son style à lui. Mais ils avaient un grand respect. Et ils ont tous un point commun. Jimi Hendrix, les bluesman, avec le heavy metal, le hard rock, le rock... Le proto-punk et le punk, ils ont tous un lien très très fort avec eux. C'est le point commun. Et aujourd'hui, en 2025, bon, bien avant, mais déjà, on va dire aujourd'hui en 2025, le 109 dans le rock, c'est le métal. Après, il y a des influences différentes, c'est-à-dire avec le grunge, avec le heavy metal, le black metal, le death metal. Beaucoup sont branchés sur le world metal, c'est-à-dire ce qu'on appelle world, mais ils appellent différemment, avec leur culture d'origine. Ça peut être les Mongols, j'ai vu qu'il y avait des groupes qui mélangeaient avec leur culture d'origine. Maintenant, tu as un mouvement aussi très fort en Afrique, qui sont inspirés par des groupes comme pas Trepon and Palm, mais ça c'est un groupe français, Trepon and Palm, avec ce Megadeth, avec Cannibal Holocaust, enfin des groupes beaucoup plus hardcore, mais metal, death, black metal. Ils sont intéressés, ils sont influencés. T'as des groupes au Botswana, t'as des groupes un petit peu partout. En Afrique, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas ce qui ressort le plus, parce certains sont influencés font des mélanges avec la culture africaine, mais en l'occurrence, eux, ce qui les amuse, c'est le contraire. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais le métal, pour moi, c'est le 109. Ça reprend vraiment le thème, l'énergie rock qui est, pour Marc Zarmati en particulier, pour lui, c'était global, dans le sens qu'on pouvait pas... pour lui, c'était du rock, hein, et c'était sa vie. Mais aujourd'hui, avec le recul, moi qui étais plus notre génération, j'étais assez branché sur des groupes comme Black Sabbath, plus que Deep Purple, qui n'ont rien à voir avec le mouvement punk, mais ça reste quand même une étincelle, un truc très puissant, dans la mesure où ça n'a rien à voir musicalement, mais ce qui est intéressant, c'est l'esprit, c'est-à-dire c'est un esprit quand même beaucoup plus ouvert. C'est un esprit qui est à part de l'idéologie des partis politiques. Et ça, c'est hyper important de le préciser. C'est que ce sont des mouvements qui se sont créés par eux-mêmes. C'est des énergies individuelles, ce ne sont pas, contrairement à ce que peuvent prétendre certains collectivistes, de parler d'individualisme forcené, d'égoïsme. Ça n'a rien à voir avec ça. L'individu en tant que tel, il est célébré parce que c'est ton individualité. Le mouvement punk, il a mis ça à jour. Ça a été éphémère, mais ça a été hyper important de dire que ta personnalité, elle n'était pas mise de côté. Tu ne marches pas avec un troupeau. Ça n'a rien à voir avec le fait de penser que c'est l'individualisme dans le sens négatif. Et c'est malheureusement la confusion. L'égoïsme, voilà. C'est plutôt, voilà, c'est ça. Ça va avec l'égoïsme. Donc de ce côté-là, ça a été aussi encore une fois une erreur. Et puis la troisième erreur, c'est de s'accaparer le mot punk, d'en avoir fait une espèce de marque déposée, une espèce de marque publicitaire. Tu as des agences de pub ou des agences d'architecture qui récupèrent le mot, tu as des féministes, tu as des chanteuses de variété qui pensent qu'elles s'autoproclament en tant que chanteuse punk, ou d'avoir un esprit punk. Alors, ça veut dire quoi ? Pour moi, ce que ça veut dire avec le recul, ça veut dire qu'en fait, ça a eu tellement d'importance dans la débrouillardise, dans le fait de faire les choses par toi-même, dans le fait d'auto-déterminer, de te distinguer par rapport aux autres, de garder ta personnalité. Donc, c'est devenu un ralliement. Mais en même temps, dans la réalité, malheureusement, je ne crois pas
que pour beaucoup de gens, il y avait aussi une espèce d'auto-suicide, de suicide avec le punk, qui était de ne pas rentrer automatiquement dans ce que l'establishment, c'est-à-dire les pouvoirs institutionnels, le pouvoir étatique, les gouvernements ou les institutions conformes, donc, avec lesquelles tu es obligé de passer par un filtre, où tu es obligé de changer ton attitude, changer le contenu de tes textes, ou changer ce que tu dois dire. Et c'est là que ça devient un petit peu tendancieux, donc voilà. Bon, on va essayer de revenir justement aux sources, avec un titre. Alors, dans ta sélection musicale, tu as choisi Rich Bitch de Digging the Stooges. On va les écouter tout de suite, et on revient en parler juste après. Our next selection tonight for all you Hebrew ladies in the audience is entitled Rich Bitch. Yeah, I don't care if you throw all the ice in the world. You're paying $5 and I'm making 10,000, baby. So screw ya. Do you feel that beat? Too old to buy your pills, and your daddy ain't around to pay your bills, and your punt's so big they can drive through a truck. And every man you meet, baby, he knows you're sure being fucked. What you gonna do about it, baby? What you gonna do? What you gonna do about it, baby? What you gonna do? I think I'm gonna laugh at you, rich bitch. I think I'm gonna have my fun. Cause you're rich bitches of the world. My time, it's just been gone, baby. I say my time has just been gone. I said, baby, I just can't choose you.
the drums. Take it down to the drums. It's the only way you'll ever get it right. Take it down there to the drums. Yeah, baby. I said, yeah, baby. Now come on, give me just the drums. Yeah, baby. See where he's got it? Oh, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. I said, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Hot hell, keep your hands off me. Hot hell, keep your hands off me. I'm sick of you, that's my heart. Sick of you, that's my heart. Sick of you, that's my heart. You can throw your goddamn cats if I don't care. You pricks can throw every goddamn thing in the world. And your girlfriend will still love me. You jealous cocksuckers. Now when your mama ain't around to pay your bills, and your daddy's too old to pay your pills, your clut's so big I can drive through a truck, and every man you'll meet, he knows you're sure being fucked. What you gonna do about it, baby? What you gonna do? What you gonna do about it, honey? What you gonna do? When you're laying down in your bed and a man next to you rolls his eyes back like he was dead and it says, baby, I just can't choose you. I just can't choose you, baby. I said I just can't choose. Get him out of here, he's a prick. I said I just can't fuck you no more. I said I just can't fuck you no more. I just can't choose you, baby. I just can't choose you, baby. Yeah. That's what I'm gonna say. Keep your hands off me, rich bitch. Keep your hands off me. Keep your hands off me, you blind bitch. Keep your hands off me.
Voilà, alors Iggy Pop, Iggy and the Stooges, parce que justement Metallic Chaos, qui est un peu un album culte, est réédité. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de ce projet, de ce retour de Skydog avec Jungle? Alors en fait, c'est pas un retour dans le sens que Skydog revient sur l'histoire. Enfin, c'est pas un retour dans le sens où Skydog n'a jamais cessé d'exister, sauf que depuis le décès de Mark Zarmati en 2020, Skydog a été repris par son distributeur Jungle en Angleterre, et qu'il fallait du temps pour remettre en place tout le catalogue, et il y a plein de choses qui sont en train de se passer, en effet. Donc pour le 50e anniversaire de la sortie de l'édition de Metallic Chaos qui a eu lieu en 1976, ça a été un très grand succès à l'époque. Quand le disque est sorti, le vinyle est sorti sur Skydog France, ça a été une des meilleures ventes de Skydog. Il en a exporté 100 000, donc beaucoup aux États-Unis. Pourquoi ça a eu beaucoup d'impact, ce Metallic Chaos? Parce que c'était les deux derniers concerts des Stooges au Michigan Palace à Détroit, aux États-Unis, qu'ensuite ils se sont séparés, et qui avait une énergie qui était beaucoup plus proche. On va dire que là, on voit l'essence du mouvement punk. Il y a une accélération des rythmes. Il y a beaucoup plus de violence, d'agressivité, et il y a un culte comme ça du corps, un culte de la destruction et de la renaissance en même temps. Il y a le culte qu'on retrouvait beaucoup plus brut que dans le mouvement des groupes anglais qui étaient très androgynes comme David Bowie ou T-Rex. Oui, de glam, oui. Ouais, que du glam. Là, le glam a disparu. Il y a le cuir qui est resté. La peau nue, comme ça, toujours en torse nu, le mec qui est sensuel, Iggy Pop, qui est un objet sexuel à lui-même, donc il y a tout qui est renversé, et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui amène quelque chose de nouveau dans le mouvement rock, et avec sa manière, leur manière de jouer de la guitare, leur manière de taper, leur manière de le faire exister, qui a été complètement différent de tout le glam et de tout ce qui s'était passé avant, même s'il y avait des influences avec le garage, ou qu'il y avait toujours des repères avec le Velvet, avec MC5, The New York Dolls. Mais c'est venu en même temps, c'est-à-dire que c'est venu New York Dolls, MC5, les Ramones, les Stooges, ça démarre en 69, les Stooges, donc c'était en préparation, pas en préparation, c'était en train d'éclore. Donc c'était c'était comme si c'était un fœtus qui était en train d'éclore. Et c'est arrivé avec Metallic Chaos, le truc avec Skydog, c'est que cet album a été remasterisé et il y avait des petites erreurs de pitch, d'accordage au niveau du tuning qui ont été rectifiées. Voilà ce qui fait, et que le disque aussi, le vinyle est bleu. Il est magnifique, je l'ai devant moi. Du coup, on va écouter Gimme Danger, extrait de Metallic Chaos, et on va s'en rendre compte parce que autant faire la preuve par l'écoute, et on revient tout de suite après. We're the hardest working band in the business. I don't care if we're the best. Give me danger, baby.
break and cry. I wanna be loved in a special way. I wanna be loved more than every day, more than any life with no life. I wanna trust you. Touch me, love me, love me, love me, and feel me, and touch me. 'Cause I need, oh, I need. Alors c'était Gimme Danger, et extrait de Metallic Chaos, mais aussi quand on parle de Mark Zarmati, là on va arriver en 2027, donc les 50 ans de ce qui va être considéré comme les 50 ans du punk, même si bien sûr on est bien d'accord ça a commencé avant, mais il y a aussi l'anniversaire du festival de Mont-de-Marsan, et je voudrais savoir si tu t'inscris dans cette si dans cette démarche il y a des choses qui sont prévues, des événements qui sont prévus. Est-ce qu'on va rendre hommage un petit peu à Mark Zarmati justement et son rôle majeur, ou alors il y a d'autres structures qui font un peu qui blacklist un petit peu, ou qui oublient un petit peu les Alors choses. il n'y a pas d'histoire de blacklist ou pas. En fait, si tu veux, déjà le premier point important à souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de cette période qui ne sont plus là. Il reste plus grand monde, ou alors il y a des gens qui veulent plus en parler. Peut-être pas automatiquement qu'ils veulent pas en parler, mais disons que ça leur paraît un petit peu vieux. Donc l'histoire de déjà Mark Zarmati n'est plus là. Il y a beaucoup, donc comme je disais, beaucoup de gens qui n'existent plus. Là, l'album de Metallic Chaos, le 50e anniversaire de la sortie de Metallic Chaos, ça colle en effet avec le festival le premier festival de punk de Mont-de-Marsan, qui est de 1976. Donc moi, mon projet était de faire j'étais en train de réaliser deux choses. Un documentaire sur Mark Zarmati. Donc je suis toujours en train de travailler parce que j'ai pas encore trouvé les fonds nécessaires, la production pour le réaliser, parce qu'il y a pas mal de droits d'archives à payer, hein, de films d'archives. Donc là-dessus, j'ai quand même réussi à interviewer pas mal de gens, des gens qui sont témoins comme le guitariste des Dogs, comme il y aura certainement bientôt Philippe Manœuvre qui va y participer. Et d'autres gens comme Patrick Eudlin. Et Larry Debaix, qui est la seule personne qui reste dans le trio de l'Open Market et de Bizarre, qui était Thiolet, Zarmati et Larry Debaix. Donc ça c'est d'un côté. Ensuite, il y a le fanzine I Wanna Be Your Dog de Gilles Sheps, qui lui aussi était témoin, qui est un des témoins de l'époque, donc qui a travaillé beaucoup sur les Stooges, parce que ça c'était son fan club. Donc il y a, disons, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai réuni des archives, mais la manière dont j'ai réuni ces archives, parce que j'ai hérité une partie des archives de Mark Zarmati. Donc c'est une manière, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment répertorié de manière à ce que on voit l'évolution, comment ça s'est passé avec l'entourage, et que ça venait vraiment d'un groupe d'amis, il n'y avait aucune institution, tout s'est fait à la force des bras. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été éphémère, parce que ça ne pouvait pas tenir au niveau financier, au niveau économique, au niveau des tensions, et au niveau de la manière dont le gouvernement à l'époque, on est passé de Giscard à Mitterrand, et la manière dont le gouvernement socialiste s'est accaparé du domaine culturel à un niveau qui a complètement inversé les choses, puisque tout d'un coup tous ceux qui étaient à l'extrême gauche, situationnistes, anarchistes et gauchistes dans les années 70, ils avaient une lutte frontale contre le gouvernement. Tout d'un coup, le gouvernement nouveau socialiste avait pris le pouvoir dans l'union de la gauche et s'était accaparé du système culturel
et a créé un système culturel vraiment très particulier, avec des taxes, avec des choses intéressantes et d'autres moins intéressantes, puisque on a la culture a été institutionnalisée. Ça c'est pas. Alors le rock, ils ont essayé aussi avec le rock. Il y avait Monsieur Rock, Bruno Lyon. Mais pour les Anglais, ça paraissait bizarre que Mark Zermati soit pas dedans. D'ailleurs, son nom a été complètement effacé. Donc, Mark Zermati a certainement gardé une rage par rapport à tout ça. Mais comme il était anti-institutionnel féroce, donc il a continué son truc et il s'est tourné après vers le Japon. Et le label Skydog a toujours continué. Il s'est tourné aussi vers l'acid jazz dans les années 90 avec Kind of Groove. Et déjà, moi, à l'époque, quand on avait signé avec lui sur Underdog, moi, j'avais un groupe qui s'appelait Les Flambeurs, qui était un groupe funk rock, funk rhythm and blues. Marc a toujours été branché par la musique noire, donc il savait qu'il y avait quelque chose de nouveau. Quand je suis arrivé avec Les Flambeurs, dans les années fin 70, 79, 80, on était vraiment outsider. Parce que à l'époque, c'était la grande folie avec Téléphone, avec Star Shooter, avec les groupes de rock français. Et puis ensuite, donc c'était dans les idées, c'était le rock. Et le funk n'était pas interprété de la même manière. C'est venu bien plus tard avec FFF et tout ça. Moi, je parle en français. Hein, voilà. Donc, l'idée, c'est le podcast que je suis en train de faire avec Patrick Eudeline. J'ai déjà commencé à interviewer une 50aine de personnes, peut-être. Et j'ai beaucoup de monde parce que j'ai demandé à des gens qui sont pas forcément des acteurs qui étaient connus. Je me suis trompée, c'est pas 50 personnes, mais au moins une vingtaine de personnes avec au moins une cinquantaine d'heures, parce que j'ai récupéré des conversations avec Zermati avant qu'il meure et des conversations sur l'histoire du rock qui doit au moins avoir une quinzaine d'heures. Donc oui, il y a beaucoup d'heures, mais c'est pas encore fini le projet. Donc ça va être sur l'histoire du rock en France par l'intermédiaire de la vision punk, proto-punk. Et aussi, je parlerai certainement du métal. Pourquoi ? Parce que je veux garder le lien avec les nouvelles générations. Pour moi, c'est important. Pour transmettre, ouais. Ouais, c'est important en plus. Pourquoi ? Parce que bon, j'ai travaillé avec des jeunes stagiaires dans mon petit label qui s'appelle Dynamite. J'ai travaillé avec des jeunes qui sont très branchés métal. Et je me suis rendu compte d'un truc qui est quand même intéressant. Contrairement à d'autres groupes musicaux comme la techno ou le rap, c'est que eux, ils s'intéressent au rock. Ils s'intéressent au rock du passé. Et quand on leur parle d'Hendrix, ils sont tous en admiration. Ils ne peuvent pas ne pas aimer. On leur parle d'Hendrix, on leur parle d'Iggy Pop, de Motorhead, Black Sabbath, bien sûr, c'est du heavy metal, mais je parle vraiment de avant la période. Donc c'est Hendrix, Iggy Pop, le mouvement punk. Il y a une curiosité, ouais. Ouais, c'est hyper important. Ils sont ouverts. Ils sont pas à cracher dessus ou à dire nous on est mieux, ce genre de conneries. Donc ça quand même hyper agréable. Et puis aussi par souci de transmission, parce que il y a des groupes encore qui ont gardé la Blue Note dans le métal. Il y a encore des mecs qui jouent dans les jeunes générations qui sont intéressés par la Blue Note et qui veulent faire du hard rock blues ou du heavy metal blues et qui sont intéressés par le blues. Donc ça, je trouvais ça que c'était intéressant. Je pensais que c'était vraiment important, quoi. On va rendre hommage à Mark Zermati de manière frontale avec Raw Power et on revient tout de suite après pour parler justement de transmission, et j'aurai une question à te poser à ce moment-là. Donc Raw Power, on revient tout de suite.
rolling out of here. Rock power is sure to come running to you. Rock power got a magic touch. Rock power is a much too much. Happiness is a guarantee. Well, it was made for you and me. Rock power, honey, just won't quit. Rock power, I can feel it. Rock power, honey, can't be a beat. Happiness is a guarantee. What to do? Oh. Don't you try to tell me what to do. No. Look in the eyes of the savage girl, found deep in love in the underworld. Rock power is sure to come running to you. If you're alone and you got the shakes, so am I, baby. I got what it takes. Rock power is sure to come running to you. Come on, run to me. Rock power got a healing hand. Rock power can destroy a man. Rock power is a morning soul. It's got a certain power, rock and roll. Rock power, honey, just won't quit. Rock power, I can feel it. Rock power, honey, can't be a beat. Get down, baby, and kiss that beat. Everybody tell me what to do. Now don't you try to tell me what to do. Everybody tell me what to do. Don't you try to tell me what to do. Rock power's got no place to go. No. Rock power just don't wanna know. Rock power is a guarantee on me. And rock power is a laughing at you and me. It's laughing, baby. Can you feel it? Can you feel it? Honey, feel it? Well, I feel it, baby. Move it, baby. Voilà, je voulais parler justement de transmission, parce que je connais peut-être la phrase du groupe Les Residents, Ignorance of your culture is not considered cool. Hein, ne pas connaître sa culture, c'est pas obligatoirement très très cool. Et justement, on avait tendance à croire que le punk c'était un peu une table rase, enfin dans l'imagerie d'Épinal, et qu'en fait, on se rend compte, c'était pas une table rase, c'était plutôt revenir aux fondamentaux, mais il n'y avait pas
on prenait pas parce qu'en fait quand on se rend compte c'est que beaucoup de groupes et d'artistes étaient même je prends John Lydon, c'était un grand fan de Vandergraaf Generator qui est un groupe qui était mais à l'époque on le disait pas parce que c'était un peu prog ou d'autres gens qui aimaient Hawkwind ou je prends des noms alors, comme ça. Hawkwind, tu parles de Hawkwind Hawkwind avec ouais, pas Queen. Non, Hawkwind. Alors en fait tous ces gamins ils ont tous été nourris de prog, surtout en Angleterre. Bon, en France aussi il y avait des groupes, il y avait Magma, il y avait Triangle, mais c'était des groupes qu'on disait planants en France. Donc oui, le mot prog en plus on l'utilisait pas. On l'utilise maintenant, mais c'est vrai qu'en Angleterre le prog il était en compétition avec les Stooges, avec tous les groupes de garage, avec les groupes de rock and roll. En France par contre ça a beaucoup plus pris. Et un truc, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait en commun avec tous ces artistes, tous ces groupes, c'est qu'il y avait le blues. Junior Walker au saxophone, les artistes blues électriques, je parle, noirs américains qui avaient aussi accéléré le tempo, mais toujours dans la tradition blues gospel, avec le côté blues noir américain, mais avec la vitesse. Et le point commun, le point d'orgue, c'est le blues. Ensuite, c'est évident qu'ils en avaient marre. Ce qui a été la transition, il y avait deux choses. Il y a le fait de rester des heures sur des chorus. Bon, on le voit avec un groupe, d'ailleurs que j'ai oublié de noter qui est hyper important, c'est Dr. Feelgood, Wilco Johnson. Dans la manière de jouer de Wilco, lui aussi faisait partie des groupes de proto-punk et de pub rock au festival de Zermatt au Havre. Et c'est pas que le mouvement punk était intéressé par cette énergie. C'est ça qui a émergé du mouvement punk. C'est que tout d'un coup, tous ces artistes, ils en avaient marre d'écouter des groupes planants. Et puis il y avait le discours aussi qui accompagnait. Et il y avait déjà les partis politiques d'extrême gauche comme le Festival Rouge ou comme tous les partis d'extrême gauche qui ont essayé de récupérer parce qu'ils voyaient qu'il y avait un impact énorme sur les jeunes. Mais les jeunes n'étaient pas encore comme aujourd'hui encartés de manière définitive, c'est-à-dire tout était lié avec le parti politique. À l'époque, c'était beaucoup plus anard, c'était beaucoup plus libre. Il y avait vraiment ce truc, mais il y avait aussi le lien avec le mouvement hippie radical. C'est-à-dire que le mouvement punk, c'est la continuité du mouvement hippie radical de vivre en dehors de la société. On entend Patti Smith en parler, Outside Society, quand elle s'est mise à vivre dans les communautés. Hippie punk, bon, il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai, il y en a qui vont te dire, bon, Lyndon, il détestait les hippies, c'était tout un cinéma sur les hippies, bon... il y avait un peu de provocation. Ouais, il y avait la provocation, et puis aussi le mouvement punk a été un mouvement individualiste. Ça n'a jamais été un mouvement collectiviste dans le sens... Avec des règles à suivre, voilà. Non, voilà, alors... C'est venu après par les générations qui ont voulu copier ensuite. Alors c'est plus le mouvement punk, c'est un mouvement éphémère qui s'est arrêté en 78, qui a déjà été récupéré par le système et les majors, et c'était plus du tout la même énergie. La new wave, on a ouvert sur autre chose. Il y avait une ouverture avec la funk, une ouverture avec le free jazz avec James Chance, avec le jazz et pas le jazz rock comme Miles Davis ou Weather Report, un mélange de jazz expérimental avec une énergie punk. Avec James Chance, il y avait toujours des références avec le blues, mais il y avait aussi ce truc de new wave, et il y avait l'arrivée des synthétiseurs, et ça a tout changé. Et puis après, le gothique avec Success, le gothique, on a fait rentrer d'autres harmonies qui étaient plus dans la blue note, donc il y a eu ce mélange. Tous ces groupes-là, ça a amené autre chose. Je pense que c'est lié aussi à la génération, pas seulement à la génération, c'est lié aussi à ce qui se passe au niveau politique, je parle de social, c'est-à-dire c'était plus dans l'air. Il n'y avait plus le besoin, il n'y avait plus la même énergie, le truc de destruction, le truc de vraiment de cracher, parce qu'il fallait voir les concerts des Sex Pistols, les mecs ils devenaient fous, ça passait par l'outrage. McLaren d'ailleurs, il a fait une partie de sa com par rapport au scandale qu'il y a eu, et aujourd'hui ce serait vraiment pas possible. On peut pas comparer, et on peut pas dire tiens voilà, moi je continue à faire. Le seul truc qu'on peut dire sur le mouvement punk, c'est que ça a apporté quelque chose de révolutionnaire dans la société, au niveau de la mode, au niveau de la singularité de la démarche idéologique, qui est pas une démarche idéologique dans le sens pur, mais on amène des idées, on a une personnalité, une singularité, et le fait de vouloir faire les choses par soi-même, c'était vraiment possible. Aujourd'hui, je dirais que c'est encore une autre dimension. Tu peux toujours mettre ton étiquette punk, mais ça n'a plus rien à voir.
beaucoup de publicistes, de gens dans la publicité, de gens dans le marketing utilisent le mot punk, mais je pense qu'à l'époque, ils auraient vraiment flippé. Alors, en tout cas, loin du flip, il y a Metallic Chaos qui sort et, pour revenir un petit peu aux fondamentaux. Donc, je vous encourage à vous le procurer. Et puis, on espère que ton projet de documentaire va se faire. Et en tout cas, on encourage les gens qui s'intéresseraient, ou les sociétés de production, ou même les fans à te contacter pour avancer. Je te remercie. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.